Il est temps d'évoquer rapidement les solutions. Je crois que les solutions demandent moins d'explications que les faits, et donc il y a une asymétrie dans le temps. Je rassure les organisateurs que je passe sur les 10 faits et le temps que je vais passer sur les 10 solutions. Premier élément de solution, c'est une question de priorité politique. Bien sûr, on a l'accord de Paris, mais en termes de priorité politique, de sentiment d'urgence par rapport à la nécessité de faire face à la crise climatique, à l'urgence climatique, à la crise de la biodiversité, à l'urgence de la biodiversité, cette priorité, elle doit être beaucoup plus grande à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau économique, au niveau de l'engagement citoyen, au niveau de l'engagement à tous les niveaux, que ce n'est le cas aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, l'élément de solution numéro 2 est particulièrement important. Ce n'est pas le seul, mais c'est un élément important. Les acteurs économiques doivent être mis beaucoup plus clairement devant leurs responsabilités. Je pense que certaines activités doivent pouvoir décroître. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait la décroissance avec un grand D. Bien sûr, il y a aussi des activités, et particulièrement des régions du monde, où la croissance de certaines activités plutôt que d'autres est éminemment nécessaire. Mais tout ce qui touche aux combustibles fossiles doit décroître, sinon on ne va pas arriver à des émissions nettes nulles. Tout ce qui concerne l'isolation des bâtiments, l'efficacité énergétique dans tous les domaines et par exemple les énergies renouvelables doit au contraire croître. Mais pour ça, il faut que les acteurs économiques bougent un petit peu plus qu'ils ne le font jusqu'à présent. Peut-être que quelque chose qui pourrait les aider, c'est pas peut-être, en fait, c'est un euphémisme de dire peut-être, il y a des milliers d'articles d'économistes qui ont travaillé sur ces questions-là, c'est le prix. Tant que envoyer de la pollution dans l'atmosphère, que ce soit du CO2 ou autre chose, est à peu près gratuit, ou en tout cas un coût très faible, eh bien, la motivation économique de ne pas le faire va rester faible. Et donc, un des outils les plus puissants à la disposition des pouvoirs politiques, c'est de mettre un prix à la pollution, c'est l'application du principe pollueur-payeur, avec évidemment une attention très importante à avoir et qu'on n'a pas toujours en même temps au bon moment, voire les gilets jaunes, aux effets sociaux. Si on ne fait pas attention à la manière dont on met un prix sur la pollution et si on n'utilise pas au moins une partie du revenu collecté pour éviter justement ces effets sociaux. Mais c'est possible. Ça a été résumé par ce concept de transition économique et sociale juste, qui est d'ailleurs mentionné explicitement avec ces mots, transition juste, just transition en anglais, dans le texte de l'accord de Paris. Petite remarque sur les questions énergétiques, qui sont évidemment très importantes dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques. On parle très rapidement, trop rapidement à mon avis, quand on se pose des questions en matière d'énergie, que ce soit en Belgique ou ailleurs, de la manière de produire de l'énergie proprement. Et on entre dans tous les débats sur le nucléaire, le renouvelable ou autre chose. Mais on se pose beaucoup trop peu, je pense, ce qui vient en amont, à savoir la demande. Il faut d'abord agir sur la demande. Il faut faire les deux, bien sûr. Il faut produire l'énergie de la manière la plus propre possible. Et entre parenthèses, l'énergie, ce n'est pas seulement l'électricité. L'électricité, c'est 20% de l'énergie qu'on consomme en Belgique, par exemple. 80%, c'est ce qui va dans nos chauffages et dans nos voitures et nos camions. Et donc, il faut travailler sur cette demande. Le principe étant très simple, l'énergie la moins polluante, c'est celle qu'on n'utilise pas. Le GIEC l'a dit dans son rapport spécial 1.5, pour arriver à ça, il faut des transitions, encore une fois, le mot transition au cœur de l'exposé d'Edwin, des transitions de système. Il faut agir dans tous les secteurs de manière très ambitieuse et il faut changer les schémas d'investissement. Ceci, c'est un tableau qui vient du 5e rapport du GIEC, 3e partie, et qui montre quels sont les changements en termes d'investissement à l'échelle planétaire qui devraient avoir lieu à l'horizon 2030 pour respecter, dans ce cas-là, l'objectif de 2 degrés. On voit augmentation massive des investissements dans l'efficacité énergétique dont je parlais à l'instant et les énergies renouvelables, et au contraire, diminution du côté de ce qui concerne les combustibles fossiles. Bien sûr, un des domaines dans lequel l'efficacité énergétique doit
faire de grands progrès, c'est le domaine des bâtiments. Nos bâtiments, et quand je dis nos bâtiments, ce n'est pas seulement en Belgique, dans une bonne partie de l'Europe, les bâtiments sont de véritables passoires énergétiques. Et dans d'autres parties du monde, on utilise des quantités énormes d'énergie pour refroidir des bâtiments qui ont été mal conçus par rapport aux conditions locales. Je vous signale, la plateforme wallonne pour le GIEC a été citée tout à l'heure. Vous avez d'ailleurs 2 exemplaires de la lettre que mon équipe et moi publions tous les 2 mois à peu près dans le dossier qui vous a été remis. Mais une des lettres a été consacrée à cette question de la réconciliation entre l'habitat et le climat. Elle est évidemment disponible sur la page web. Vous pouvez vous abonner gratuitement à cette lettre. Il suffit d'envoyer un petit courriel. Mobilité, solution numéro 7, élément de solution numéro 7. Il faut donner beaucoup plus de place à la mobilité douce pour éviter de faire trop de place, de laisser trop de place aux véhicules individuels, surtout s'ils sont thermiques. Et tous ceux qui restent, une fois qu'on a donné un maximum de place et de possibilités et de sécurité aussi à la mobilité douce, tout ce qui reste doit être électrifié le plus vite possible. On n'en sortira pas, je vous en assure, si on ne le fait pas. 8e élément de solution, et certains de ces éléments de solution sont plus à la portée des réflexions que l'on peut avoir dans les écoles que d'autres, mais je pense que sur tous les éléments de réflexion, on peut avoir des débats en classe, c'est l'alimentation. Et c'est un domaine dans lequel on peut agir le plus vite. On peut décider du jour au lendemain de manger, peut-être pas plus de viande, mais au moins moins de viande, en particulier de viande rouge et de produits laitiers, parce qu'ils sont associés à une empreinte carbone, notamment via les émissions de méthane des ruminants, mais pas seulement, importantes. Et les médecins sont d'accord pour dire qu'en plus, c'est bon pour la santé si on mange davantage de végétaux, et si en plus ces végétaux sont produits proprement et localement, on peut avoir encore d'autres avantages dans d'autres domaines. 9e élément de solution, je crois qu'il est important d'avoir un cap. Et un des caps que j'ai en matière énergétique, c'est celui-ci. C'est de savoir que le soleil nous fournit, et nous fournira encore pendant quelques milliards d'années, en 2 heures, la quantité d'énergie que nous consommons en 1 an dans le monde, toutes énergies confondues. Alors bien sûr, on ne va pas réussir à capter cette énergie solaire et à satisfaire tous les besoins qui sont satisfaits aujourd'hui à plus de 80% par les combustibles fossiles dans le monde. Bien sûr, je le sais bien, mais le cap est celui-là. Le cheval sur lequel on doit miser à long terme, c'est celui-là. J'en suis absolument convaincu. La ressource est là, il faut l'utiliser. Et la bonne nouvelle, c'est que ça devient de plus en plus facile, y compris économiquement. Dernier élément de solution, je pense qu'il est important d'intégrer ce que l'on fait dans le domaine du climat, dans le domaine de la biodiversité, dans tous les domaines des transitions dont Edwin Zakai a parlé tout à l'heure, dans le contexte plus large des objectifs de développement durable, qui ont été adoptés, et ce n'est peut-être pas tout à fait une coïncidence, la même année que Laudato Si, dont il va être question un peu plus tard aujourd'hui, et que l'accord de Paris. Laudato Si, c'est en juin 2015, l'accord de Paris, c'est en décembre, et les objectifs de développement durable, c'est en septembre 2015, qui a été une année très riche de ce point de vue-là. Il faut sortir des silos, c'est un peu le message des objectifs du développement durable. Écouter les jeunes, favoriser l'interdisciplinarité, et on n'a pas le temps d'évoquer les 17 objectifs qui sont au cœur du PIN que je porte d'habitude. Le 13e, c'est l'action climatique. Le premier, c'est l'élimination de la pauvreté. Mais ils sont tous liés, par exemple, à la lutte contre les changements climatiques, mais aussi ils sont aussi liés entre eux. On n'a évidemment pas le temps de voir quelles sont toutes les synergies possibles, mais je vous assure qu'il y en a beaucoup.